nos entreprises utilisatrices et puis aussi à nos participants, comment eux ils ressentent les choses. On voit bien que ces questions finalement d'usure, et c'est très intéressant, si je peux me permettre, en droit français, la notion de pénibilité est en train de disparaître, a disparu et a été gommée, si on peut dire, à la suite de la loi retraite, a été gommée progressivement du code du travail. Et donc finalement, on passe effectivement d'où ce que dit Marianne sur la durabilité, c'est-à-dire qu'on passe d'une appréciation ponctuelle de l'impact ponctuel d'une situation de travail à une vision usure professionnelle qui est une vision sur le temps. Et donc ça c'est aussi important. Donc un peu question pour vous trois, j'allais dire Coraline, Lionel et Johanna, comment vous voyez ça, comment vous voyez, enfin on l'a bien senti d'ailleurs dans vos exposés, comment cette maturité venait et touchait maintenant d'autres questions. Voilà, un peu c'est à vous, et puis c'est à chacun qui veut, qui sort sur le micro, comme dirait l'autre, donc juste pas tous en même temps. Coraline, vous voulez bien? Et puis Johanna après? Effectivement, c'est vrai que les risques, enfin l'usure professionnelle sur du long terme, sur des carrières très longues, face aux risques, enfin du moins que je connais que dans le cadre de l'agroalimentaire chez Erta, les risques professionnels sont quand même très physiques, très compliqués pour nos collaborateurs. Si on n'accompagne pas à l'amélioration des conditions de travail, grâce notamment à des outils, une carrière va être difficile à tenir sur du très long terme. Donc là, c'est une logique de carrière qui intervient là-dedans. Moi, il y a une autre chose, si je peux me permettre, dans ce que vous aviez pris, ce que vous disiez tout à l'heure, Coraline, qui était important aussi, c'était sur la ligne de production finalement sur laquelle vous envisagiez, vous expérimentez déjà des exosquelettes et des mesures, puisque c'est un peu les deux choses. C'est que c'est à la fois une forme de ligne de production complètement stratégique pour l'entreprise et en même temps qui était fondée sur les personnes, donc sur les opératrices qui développent cette question et sur leur savoir-faire. Donc là encore, on voit un peu le lien qu'établissait Baptiste tout à l'heure entre d'un côté, on a préservé le capital humain en tant qu'opérateur, mais on a aussi quelque part, ça aide à préserver le capital de savoir-faire. Oui, effectivement. Et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur cette ligne, on a très peu de personnel embauché. Parce que les risques physiques sont vraiment importants et du coup malheureusement ce sont des intérimaires qui tournent sur 18 mois et là l'enjeu aussi qu'on a nous c'est de pouvoir fiabiliser en fait le poste de travail pour pouvoir à l'issue aussi également embaucher et fiabiliser notre personnel de production sur justement ce savoir-faire entreprise, parce qu'à chaque fois on redémarre avec des nouvelles personnes à former sur le métier et il y a un enjeu également pour l'entreprise de ce côté-là, si le savoir-faire n'est pas entretenu. Ouais. Donc à la fois le savoir-faire et en même temps les personnes, d'autant plus que là il s'agit d'intérimaires. Lionel, je te vois piaffer de ton côté et puis j'en ai après si vous voulez bien. Non, le problème d'usure professionnelle, chez nous, on est en plein dedans. C'est des questions qui se posent et qui sont très importantes. Nous, on a des populations, avec l'allongement de la durée du travail qui s'allonge un petit peu comme tout le monde. On a des activités qui sont physiquement très contraignantes. Faire un attelage de train à 20 ans ou le faire à 62, 63 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, on se pose beaucoup de questions. Alors non pas pour comprendre pourquoi l'activité elle est contraignante, ça on le sait depuis très longtemps. On a déjà fait plein d'études sur le sujet. En revanche, effectivement, on essaie d'avoir une stratégie globale sur la prise en compte de l'anticipation de l'usure professionnelle et que peut-on faire maintenant pour éviter ça. La difficulté que l'on a, c'est que un train, c'est une durée de vie de 40 ans. Donc pendant 40 ans, si le train est conçu tel qu'il est là, pendant 40 ans, on aura des contraintes. Modifier un train, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, ça nous pose plein de questions. Alors c'est pour ça que nous, on a lancé un programme au niveau voyageurs sur comment on peut effectivement qualifier, objectiver et quantifier les contraintes du travail. C'est pour ça qu'on teste différentes solutions de mesures sur le marché. En revanche, on essaie d'avoir une approche un peu
différente d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'on veut des solutions au portée. Alors, une solution au portée, c'est quoi? C'est à partir de tout un travail préparatoire d'analyse des stades, d'analyse d'activité, on doit déterminer les paramètres qui nous paraissent intéressants à observer, et à partir de là, effectivement, l'idée c'est de former l'agent à mettre en place les capteurs, à lancer les enregistrements, et qui nous permettrait de nous dépatouiller derrière. Alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas nombreux, parce qu'on n'a pas un budget non plus phénoménal pour payer des prestations pour pouvoir faire des études sur les différents établissements, etc. Donc là, c'est le sujet qui est un peu en cours au mois de mars-avril par rapport à ça. Et je répète, ce qui pour moi est hyper important, c'est valable pour les capteurs comme pour les exosquelettes, c'est bien prendre la solution adaptée à ce que l'on veut mesurer, savoir pourquoi on le mesure et être sûr que ce qu'on mesure, c'est bien ce que l'on mesure, que le résultat final soit bien correct, enfin que soit bien dimensionné par rapport à ce qu'on veut mesurer. C'est hyper important pour moi parce que sinon on peut avoir des données qui sont qu'on peut dire un peu ce qu'on veut dessus, et ça peut être un peu problématique. Donc ça, on est très vigilant sur ce sujet-là. Mais effectivement, on aura toujours cette problématique de contrainte qui existe toujours. Une semelle de frein, ça va jusqu'à 13 kg. Les trains qui ont des semelles de frein jusqu'à 13 kg, on va les garder jusqu'au bout, ces semelles de frein. Et un agent qui fait ça toutes les nuits, c'est compliqué. Donc là, voilà, exosquelette, c'est une solution. Okay. Voilà. Merci Lionel. Johanna, de ton côté, puis après on a touché Pierre, si je peux me permettre, qui nous arrive. Merci à vous. Et j'espère que tout s'est bien passé avant. De votre côté, Johanna, voilà, ces questions d'usure, cet élargissement des choses, là, on voit bien vous avez une démarche très structurée, mais en même temps un peu une vision, une pensée de derrière, comme dirait Montaigne, une vision lointaine. Comment vous voyez les choses? Enfin, moi, je vais rejoindre ce qu'ont dit les deux précédents intervenants, mais on est dans le ferroviaire, on connaît les contraintes depuis des années. On a essayé d'aller à la source pour trouver des solutions. On changera pas à la source. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions plus techniques pour apporter vraiment une amélioration sur cette usure. Nous, on a l'innovation, c'est spécifique, mais derrière, il faut garder en tête que ça suffit pas juste d'innover. Il faut pérenniser les actions, il faut les suivre, il faut vérifier à moyen long terme que ça fonctionne. Et là, on sort du rôle de l'innovation. Nous, le rôle de l'innovation, c'est vraiment trouver des solutions, les tester, objectiver que ça fonctionne, et derrière les proposer pour le groupe. Nous, on va au-delà, on les intègre, on essaye de vraiment les suivre. Après, le contexte un peu plus particulier de la RATP, vous en doutez tous, c'est la mise en concurrence qui commence l'année prochaine. Donc, ça change beaucoup de sujets. Je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser. En tout cas, bravo, merci Filet, mais on va continuer si vous voulez bien entre nous, et peut-être déjà nos deux précédents intervenants pour que Pierre s'habitue et sorte, j'allais dire, de sa bulle précédente pour rentrer dans la nôtre. De votre côté, encore une fois, sur ces enjeux qui sont à la fois des enjeux de vieillissement, de durabilité, de tout ce qu'on veut, à la fois Anaïs et Baptiste, comment vous je veux dire, à la fois par vos métiers, mais aussi plus globalement, j'allais dire, avec votre expérience d'ergonome et de professionnels sur toutes ces questions, comment vous voyez les choses, comment vous voyez les évolutions et les perspectives? Anaïs peut-être, et puis Baptiste après. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, quand on peut supprimer un problème à la source, on le supprime, et du coup, l'humain, il va pas être impacté. Aujourd'hui, on a des métiers où le savoir-faire et la main de l'humain, elle est primordiale. On a un vieillissement de la population, et entre le vieillissement de la population aussi et la féminisation, des métiers, on se rend compte que sur ces métiers où on a besoin de l'intervention humaine, il faut trouver des solutions. Maintenant, la question, c'est quelle est la position. Peut-être, si je peux me permettre de vous interrompre, Anaïs, deux secondes justement en focus femme, parce que pour l'instant, on a parlé, j'allais dire, tout genre confondu. Là, cette fois-ci, c'est pas pour dire, mais pensons un peu à nous. Et donc, puisque vous, en plus, dans votre entreprise, je crois que vous êtes 60% de femmes. Pardon pour les messieurs ici présents, hein, on n'est pas du tout sexiste. On est pour l'égalité chez Japet, et du coup, effectivement, on est même à un peu plus de 60% de femmes pour rétablir l'équité et l'équilibre. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, quand ça a commencé, l'exosquelette, il était majoritairement destiné à des postes très physiques de l'industrie et qui étaient des postes majoritairement masculins. Du coup, les exosquelettes,
ils ont beaucoup été développés pour des hommes, pour des morphologies masculines, et globalement souvent par des hommes. Et en fait, on se rend compte que le corps d'une femme et le corps d'un homme, c'est pas exactement les mêmes. Et aujourd'hui, on se doit d'avoir des solutions qui sont aussi bien implémentables sur une homme que sur une femme, sur un homme que sur une femme, peu importe qu'il ait 30 ans ou 55 ans. L'exosquelette, il doit pouvoir être adapté à tout le monde pour que, peu importe la personne sur le besoin qui a été ciblé et qui nécessite un dispositif d'assistance physique, l'exosquelette, il puisse être adapté à l'opérateur ou à l'opératrice. D'accord. Merci. Donc, importance de cette question à creuser, encore une fois, et notamment sur les métiers dits féminins ou au contraire les métiers masculins qui ont besoin de se féminiser parce que ils trouvent pas. Baptiste, à vous, et puis après, Pierre, ça sera un peu votre regard d'arrivant, mais depuis longtemps tombé dans la marmite sur ces évolutions-là et sur voilà. Donc, Baptiste, vous sur les questions encore une fois d'usure et j'allais dire d'enjeux un peu stratégiques pour les entreprises. Alors, moi, pour peut-être rajouter un sujet complémentaire par rapport à tout ça, malheureusement, les personnes qui arrivent à 55, 60 ans, 62 ans et qui sont proches de la retraite, malheureusement pour elles, le travail les a déjà très souvent cassés. Donc, on essaye, je dirais, de préserver ce qui peut encore être préservé. Pour nous, je dirais aujourd'hui, dans le cadre des nouvelles technologies, dans le cadre des accompagnements qu'on peut mettre en œuvre avec nos partenaires, c'est comment on implique les travailleurs, et notamment les jeunes travailleurs, les nouveaux travailleurs, ceux qui sont finalement les forces vives d'aujourd'hui et de demain, et ceux qui vont devoir rester en poste pendant 25, 30, 40 ans, 45 ans. Donc on a un gros travail aussi qui est mené par nous et avec nos partenaires sur comment est-ce que ces nouveaux embauchés, ces jeunes qui rentrent dans les entreprises, on les sensibilise à ces questions de préservation du capital, à ces questions de prévention, à ces questions de prendre soin de soi pour durer, pour pouvoir maintenir un niveau, je dirais, de santé et de performance tout au long d'une carrière qui va s'avérer longue. Donc c'est aussi un enjeu fort et un enjeu stratégique aujourd'hui de prendre soin des plus jeunes, de partager les bonnes pratiques, de partager les expériences, de partager les stratégies de préservation qu'ont acquis les plus anciens aux plus jeunes, et d'utiliser la nouvelle technologie pour aussi, je dirais, rendre ces sujets qui sont pas forcément rigolos un peu plus ludiques, et pour faire en sorte qu'on véhicule des messages forts auprès de ces jeunes pour réussir à les préserver, à faire en sorte que ce soit des forces vives pour un certain nombre d'années. Merci Baptiste de cet éclairage qui est tout à fait intéressant et qui est une approche, j'allais dire, générationnelle. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez, alors c'est marrant parce que on a la semaine prochaine, par parenthèse, en interne au CERN, un club interactif exactement là-dessus, c'est qui est comment intégrer ou voir, considérer à la fois la génération Z, les nouveaux, ceux qui rentrent, ont pas en plus les mêmes attitudes au travail, et puis les older workers, les plus vieux, qu'il faut effectivement maintenant avec à la fois la pénurie de main-d'œuvre générale, la loi retraite et autres, globalement pouvoir intégrer. Oui, merci à vous. Alors après, voilà, Pierre, on a encore combien de temps? On a très exactement 8 minutes, 9 minutes, donc ça va. Vous n'avez pas droit à 9 minutes complètes parce qu'on voudrait aussi passer la parole à qui a envie dans la salle. Vous, Pierre, alors donc Pierre, juste pour vous citer, vous aussi, vous l'avez connu, vous étiez encore doctorant, je crois, vous n'avez pas encore terminé vos études et vous avez créé donc cette structure Movency, justement vous étiez, je crois, tout à l'heure en train de pitcher, donc voilà, il faut bien effectivement de temps en temps monter en puissance et vous êtes en train de monter en puissance. Donc la question globale était justement sur ces questions de capteurs, de data, d'exosquelettes, d'intégration de nouvelles technologies, d'assistance physique. Comment vous avez vu évoluer les choses, à la fois les demandes, les possibilités, j'allais dire, du côté de la technologie, mais aussi les demandes des entreprises ou autres activités. Encore une fois, moi, par exemple, les activités de soins nous intéressent moultement. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Super. Merci beaucoup et désolé du retard. J'avais un impératif avant. Vaste question et moi je pourrais peut-être reprendre un petit peu mon expérience personnelle parce qu'avant d'embrasser la carrière de chercheur puis d'entrepreneur, j'ai
j'ai voulu être ergonome, et lors de ma formation, en gros, j'étais dans une entreprise qui avait besoin de quantifier le risque de TMS, et la grosse problématique que j'avais, c'était qu'en gros, j'avais accès aux outils de laboratoire, donc des systèmes assez lourds, assez compliqués à mettre en place, ou des outils où il fallait que je fasse tout manuellement. Et en fait, c'est de là qu'est venue l'idée de Movency, c'était de se dire il faut trouver un compromis entre la précision de mesure et la facilité d'usage, d'avoir quelque chose qui puisse être aussi bien valide par rapport aux données qui sont fournies, tout en ayant quelque chose de simple à utiliser. Donc moi, c'est cette évolution-là que j'ai vue, de mon prisme bien sûr, c'est de rendre l'acquisition de mesures, l'acquisition de données, pardon, via des mesures les moins invasives possibles pour pour les différentes industries. Nous, on est breton à l'origine, donc on a pas mal de clients dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on a des problématiques de pays qui peuvent être importantes, et donc il faut être capable de pouvoir proposer des solutions qui rendent l'acquisition de données importante. Et moi, j'ai vraiment vu cette évolution-là sur la capacité à rendre la donnée utilisable, et après, dans un second temps, rendre aussi la donnée ludique. Et là, je rejoins totalement Baptiste sur le besoin de rendre la donnée ludique et compréhensible pour pouvoir impliquer les premiers concernés, qui sont les opérateurs, de pouvoir aussi exprimer comment les stratégies de préservation des plus anciens peuvent être par la suite capitalisées pour les plus jeunes, et de façon visuelle, compréhensible par tout le monde. Donc c'est vraiment dans cette évolution-là, moi je l'ai vraiment vu par ce prisme-là. Et là maintenant, plus récemment, ça va être de comment on va utiliser ces données-là pour faire du un peu plus sectorisé, pour pouvoir essayer de trouver des différences entre les différents secteurs d'activité, parce que qu'on travaille dans un secteur ou dans un autre, les données et le risque inhérent va pas être le même. On va être sur des risques pouvant être de différentes natures et de différentes natures de risques. Et pour ça, ce qui va être important, ça va être de pouvoir spécialiser en fonction aussi de l'activité réelle qui est réalisée par. Et ça, les données peuvent nous le donner sans mauvais jeu de mots. Notamment dans l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle qui vont pouvoir clusteriser les données par activité, et aussi également par opération. Merci Pierre, merci de cet éclairage. Et on voit bien effectivement finalement une très forte poussée pour autour de ce besoin d'objectivation de données et d'acquisition et de métriques de ce côté-là. Alors on va arriver vers notre conclusion. Je ne sais pas si notre Nicolas Vignac, que je vous annonçais, que je connais pas très bien, mais que je crois vous connaissez, vous êtes plein à connaître tout ça, tout un tas. Pierre, je crois qu'il était à votre jury de thèse. Lionel, tu le connais aussi, voilà. Nous, on s'est rencontrés dans d'autres lieux à la Défense, mais voilà, vous êtes branché innovation, si on peut dire, à la fois comme professeur et autres. Et sur ce qui était notre problématique d'aujourd'hui, que vous agissez un peu aujourd'hui pour nous, enfin dans notre environnement, vous, quel est votre regard justement sur cette évolution, éventuellement sur cette accélération des besoins et de l'objectivité de ce côté-là? Oui, bonjour à toutes, vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Ok, je vais tâcher d'être synthétique puisque je crois qu'il ne reste plus énormément de temps. Ouais. Je vais me présenter rapidement. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Rennes 2 en biomécanique et en ergonomie. Alors, j'ai pas fait de présentation à l'ESSEC. Alors, peut-être qu'on s'est rencontrés par un autre biais, un autre canal, mais c'était pas dans ce cadre-là. En tout cas, je m'occupe pas mal des masters STAPS, ingénierie et ergonomie de l'activité physique, et c'est notamment dans ce cadre-là aussi que j'ai affaire à des apprentis ergonomes sur les thématiques de recherche, capteurs, biofeedback, interaction homme-exosquelette qui ont été abordées. Il faut savoir, ce sera un petit point rapide, mais que la méthodologie scientifique peut vraiment éclairer, aider l'ensemble des démarches qui ont été évoquées ici, que je trouve très intéressantes et qui vont dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on a parlé notamment de données subjectives, objectives. Et en ce qui concerne la donnée objective, c'est important qu'elle soit validée scientifiquement. Hein. C'est notamment un travail qu'on mène avec l'entreprise Moten, mais on travaille également avec Ergo Santé. Donc c'est simplement pour montrer que les universitaires sont aussi capables d'aller sur le terrain et d'apporter cette expérience méthodologique sur le terrain. C'est
vous avez parlé tout à l'heure du milieu hospitalier ou du milieu des soins. C'est aussi des choses qui se font et qu'on a pu mettre en place avec l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, vérifier, valider l'implémentation d'un exosquelette pour des aides-soignants. Voilà, je vous donne des exemples comme ça au pied levé, mais montrer que la biomécanique peut apporter clairement dans cette démarche pour appuyer tout ce qui est mise en place des exosquelettes sur le terrain. Merci merci à vous Nicolas, parce que effectivement, moi ce qui me frappe aussi, c'est de voir à quel point quelques-uns, parce qu'ils ne sont pas tous pratiques, si je peux me permettre, quelques-uns des laboratoires universitaires sont d'un apport de plus en plus accéléré, sont de plus en plus demandés d'un certain côté par un écosystème qui n'est pas que professionnel, mais qui s'appuie beaucoup sur la recherche-action. Alors voilà, il nous reste exactement 2 minutes pour terminer. J'aurais bien aimé demander à chacun de nos, peut-être qui veut, de nos intervenants un petit peu pas dire leur viatique, mais leur phrase de conclusion et de vigilance sur l'avenir. Encore une fois, on va avoir, nous, encore d'autres UX Forum, exosquelette, je citais celui de exactement dans un mois dans le Nord, plutôt centré sur les activités de soins, mais pas que, aussi sur, voilà. Voilà, vous sur à la fois ces questions de mesures, de dispositifs d'assistance physique au sens large ou autre, voilà, quels sont vos conseils, vos orientations, vos envies. Marianne ? Je suis sûre que ça va tomber sur moi. Alors du coup, moi je dirais que dans le futur, de toute façon, c'est une problématique qu'on a de plus en plus, c'est que il y a de plus en plus de pratiques qui se créent en prévention ou au niveau des exosquelettes, etc., autour de la technologie. Et en fait, là, le sujet qui va se poser, c'est l'encadrement de ces pratiques-là, qui sont déjà en route, avec on voit des normes exosquelettes qui sont en route, on voit des tests qui sont faits, petit clin d'œil à Lionel. On voit plein de travaux qui sont faits actuellement pour comprendre comment ça fonctionne et pour encadrer ce genre de nouvelles pratiques qui mêlent technologie, prévention et santé. Et les gros sujets, ça va être l'accumulation des données. Comment est-ce qu'on gère ça au niveau entreprise? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que du coup on sort de la prévention, on rentre dans la santé? Est-ce qu'il y a des seuils qui peuvent être mis en place? Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont nécessaires? Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver dans les années à venir sur ces sujets-là, à mon sens. Avec une question qui va au-delà finalement du management de l'innovation et qui est vraiment la question à la fois de la compréhension et du management de toutes ces données. Merci Marianne. Coraline, un mot, Lionel, qui veut prendre? Allez-y, le premier qui saute sur le micro a gagné. On ne sait pas quoi, mais il a gagné. Je veux simplement dire, c'est que là, effectivement, je rejoins pour le coup Baptiste, tout le travail que l'on mène en collaboration entre concepteurs, entreprises utilisatrices, etc., ce sera vraiment pour construire l'avenir de nos plus jeunes et on verra vraiment le résultat et l'impact sur les futures générations. Donc moi, j'ai hâte d'être dans 40 ans de carrière pour voir un petit peu tout ce qu'on aura pu mener tous ensemble et les impacts positifs qu'on arrivera à sortir de tout ça, quoi. Merci Coraline. Un peu le même message que Nicolas, l'importance de ce tissu collaboratif pour faire progresser les choses. Baptiste, vous qui veut? Allez Lionel, à toi. Alors, pas dans 40 ans, parce que dans 40 ans, je serai plus là. Mais non, en fait, c'est vrai que ça évolue beaucoup. Et c'est vrai que les nouvelles technos nous permettent d'imaginer des moyens de mesure, des systèmes d'assistance dont on ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans que ça existait. Il y a 30 ans qu'on a démarré, on n'avait pas tout ça. Et je trouve que c'est génial parce que ça nous offre une meilleure compréhension du travail et ça nous offre des solutions qui permettent d'aider les gens à travailler. Donc, il faut qu'on continue à s'engouffrer dans cette voie-là, de manière, comme disait je ne sais plus trop qui, de manière complètement cadrée, de façon à ce qu'on puisse avoir un vrai résultat et pour nos agents qui travaillent au quotidien, en fait, tout simplement. Super, merci de la synthèse. Baptiste. Alors, pour réagir rapidement, moi j'ai une conviction depuis que je suis rentré sur le marché du travail en tant qu'ergonome, c'est que la donnée est une des clés pour pouvoir être efficace dans le domaine de la prévention, que ce soit en données d'entrée ou en données de sortie, en indicateurs ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je pense que les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, sont un vrai moyen de finalement pouvoir manager, driver de la data pour augmenter l'efficacité. Donc finalement, tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui, que ce soit les concepteurs, les utilisateurs et autres,
ont un vrai rôle à jouer dans cette démarche-là. Et je suis persuadé que dans 10 ans, on aura vu des très belles améliorations de ces technologies-là au service, encore une fois, de la préservation de la santé des collaborateurs. Merci Baptiste. Anaïs. Et puis après, mon président, le mot de la fin quand même. Ouais, je pense que tout le monde a bien résumé. Hein. C'est la donnée, c'est ce qui permet d'être cohérent et efficace. Il y a la question aussi de la gestion de ces données qui, si on parle de santé au travail, est-ce que ce sont des données de santé? Comment sont paramétrées, gérées ces données de santé? Comment est-ce qu'on fait pour que ces données de santé soient aussi pertinentes pour les opérateurs que pour les entreprises? Il y a des gros enjeux maintenant là qui vont tourner autour de la data maintenant. Et en fait, on remarque que quel que soit le moment de sa vie, au final, la donnée, ça reste la clé pour avancer et savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Ouais, on est en train de tourner tous, merci, hein, on est en train de tourner tous data unanimiste. Hein, et donc, c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on commençait là-dessus, on disait, bon, et tout ça c'est vaguement nébuleux et ça sera pour beaucoup plus tard. En fait, c'est pour tout de suite et c'est même, j'allais dire, quasiment pour cet après-midi ou pour ce soir. Alors, mon cher président, maintenant Jacques Gouvet, donc le noble président du cercle, bien entendu. Merci à vous tous pour les différents points de vue que vous avez représentés, qui donnent une vision globale de l'ensemble de la filière, tout à fait, optimiste quant au potentiel que vous représentez et aux pistes qui peuvent se déclencher par la collaboration, la coopération et la compréhension. Donc un grand bravo. Et puis, peut-être une piste pour l'avenir, c'est que vous avez tous des accroches avec des expériences étrangères, par la concurrence, par la recherche, par tout ça. Ça pourrait être intéressant de faire intervenir aussi un petit peu de compréhension de ce qui se passe à l'étranger, en moins bien, en mieux, en différent. Mais c'est une piste pour l'avenir que je soumets à Anne-Marie pour voir si avec vous, elle peut trouver sujet à échange de ce point de vue-là. Oui. Je pense que ça pourrait être fructueux pour nous tous. En tout cas, pour moi, une très grosse satisfaction pour nous tous, je pense, de voir que nous avons des échanges fructueux. Nous sommes sur un terrain, sur une filière qui est une des chances d'améliorer les conditions de vie au travail, qui est tout à fait, on a eu bien en main en France. Merci à vous et un grand bravo. Oui, bravo parce que vraiment, j'ai trouvé cet UX Forum-là de particulier haut niveau et compréhension stratégique de ce que sont les pédagogies, ce qui est un peu votre caractéristique, on dirait à tous et à chacun, de ce que sont les enjeux et les enjeux larges pour demain. Je dirais à la fois des dispositifs en tant qu'équipement, mais aussi des systèmes de captation et de métrique et des systèmes de data. Alors si vous voulez bien, avant de vous lâcher, je voulais tous vous remercier pour ça, avant de vous lâcher complètement, je voudrais vous indiquer aussi ce que sont nos prochaines étapes et nos prochaines étapes de nos UX Forum. Alors, vous avez là la liste de ce qui est prévu. Donc aujourd'hui, on était bien le 27 février, on a tenu notre 17e UX Forum, innovation, exosquelette, capteur, quels sont les éclairages et les apports. On va reprendre ça, donc on compte sur vous peut-être aussi sur le 27 mars, donc cette fois-ci, ça sera un focus, j'allais dire, sur les Hauts-de-France et les expériences en Hauts-de-France, mais pas que. Et puis, on vous invite aussi, et plus particulièrement, l'événement sera en hybride, hein, donc à la fois à Lille et en visio. Et on vous invite aussi le 3 avril 2024. Donc le 3 avril, en fin d'après-midi, ça sera justement avec la chaire ESSEC d'innovation managériale et d'excellence opérationnelle sur place au PIT, sur les enjeux qu'a évoqué Marianne et tout un chacun aussi, d'usure professionnelle, de pénibilité ou de capital humain. Je le disais tout à l'heure, et donc ça sont des enjeux qui deviennent à la fois juridiquement et réglementairement très forts pour les entreprises, puisque on est maintenant en considération d'usure
usure professionnelle et non plus en pénibilité. Et je dirais qu'on aura à la fois 3 grands ténors, puisqu'on aura côté national Franck Morel, maître Franck Morel, qui est un avocat que vous connaissez sans doute. Il était conseiller social d'Édouard Philippe quand Édouard Philippe était Premier ministre là-dessus, et donc il connaît très bien, j'allais dire, les coulisses de ce qui est derrière la loi retraite et donc de tout ce qui a basculé juridiquement à ce moment-là. Cyril Côme, donc, qui est le directeur général de l'OIT en France. On aura Jérôme Chemin, qui est un représentant de la CFDT cadre. Et puis, à côté d'eux, un certain nombre de témoins acteurs d'entreprise. Donc, une de tes collègues, Lionel, qui s'occupe de la question du grand programme de prévention, du grand programme usure professionnelle sous l'angle prévention, et vous tous. Et puis je continue, donc fin avril on aura un transatlantique, si on peut dire, qui soit à la fois entre ici et donc sur une fin d'après-midi avec le Canada et donc l'Université de Montréal et le CNAM, puisque la titulaire de la chaire du CNAM est actuellement au Canada, sur toujours notre thème favori, prendre soin des soignants et quid des managements, parce que ce qui est en filigrane dans tout ce que vous disiez, c'est que l'évolution du management. Et puis Préventica, donc en juin, là on reprend la question des exosquelettes avec un UX Forum sur les exosquelettes, mais en vecteur d'inclusion. Donc Coraline, c'est un peu sur ce que vous faites, la partie du programme que vous développez de ce côté-là. Et puis à l'automne, on a prévu là, j'allais dire, un gros raout sur l'intelligence artificielle, les data, le travail et santé travail, qu'on animera et qu'on organisera avec l'OIT. Et puis la cerise sur le gâteau, ça sera sans doute fin décembre. On aura passé les Jeux Olympiques et on fera le premier bilan social et sociétal des Jeux à ce moment-là. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Vous êtes invités à participer, et puis plus que ça, à apporter vos éclairages. On veut surtout vous remercier tous, remercier nos participants qui nous ont suivis jusque-là, et un grand merci à vous tous et à vous intervenants encore une fois pour des interventions de grand niveau. Et le replay, donc le replay pour vendredi 1er, on vous enverra les liens, et particulièrement si vous avez eu le soin de pouvoir autoriser de recevoir les messages avec ces types de liens. Un grand merci à vous, et merci à Pierre de nous avoir rejoints, merci à Nicolas aussi d'être là, et à vous tous, c'était tout à fait sympa. À bientôt. Bravo. Merci. Bye.